des humains sur Mars, d'ici 10 ans, et même des colonies vers 2050. Franchement, ça donne le vertige. C'est clair. Aujourd'hui, on va essayer de démêler un peu tout ça, le rêve et la réalité, avec les sources qu'on a étudiées. C'est quoi, au fond, les vrais obstacles? Environnementaux, technologiques, humains. Notre but, c'est de comprendre si cette ambition, elle est vraiment à notre portée. C'est vrai que Mars et la Terre, elles ont quelques points communs, oui. La durée du jour, les saisons, bon. Oui, Mais faut pas se leurrer, ce sont surtout les différences qui sont abyssales. Mars, c'est fondamentalement hostile, très hostile. commençons par le début. Oui. Le voyage. 3 mois, c'est ça? Minimum, oui. Et pendant ces 3 mois, on est exposé aux radiations cosmiques, au vent solaire, sans la protection de la magnétosphère terrestre. Comment on fait concrètement? Alors, il y a deux pistes principales. Le blindage, qu'on dit passif, C'est-à-dire? utiliser des matériaux très riches en hydrogène, comme l'eau par exemple, qu'on intégrerait dans les parois du vaisseau. D'accord. Et puis l'autre idée, plus complexe, c'est un champ magnétique artificiel autour du vaisseau. Mais là, la technologie est loin d'être mature. Ça demanderait une énergie folle. Donc, le risque des radiations, déjà, pour y aller, c'est un énorme verrou. Un des plus gros, oui. Et une fois sur place, l'accueil est, disons, frais. Moins 143 degrés au pôle en hiver, Mhm. bon, jusqu'à plus 35 à l'équateur en été quand même, mais l'atmosphère est tellement fine, moins de 1% de la nôtre, Oui, elle retire quasiment pas la chaleur, d'où les variations énormes jour-nuit aussi. et cette atmosphère, elle est pleine de poussière, c'est ça? Ah oui, la poussière est partout, omniprésente. Elle est soulevée par des petits tourbillons, les Dust Devils, on les voit sur les images des rovers, Oui, ou par un phénomène appelé saltation. En gros, des grains un peu plus gros, poussés par le vent, heurtent le sol et éjectent les particules plus fines. d'accord. Et cette poussière, elle joue un rôle crucial? Elle absorbe la lumière du soleil, elle réchauffe l'air localement, ça crée des courants ascendants du vent, qui soulèvent encore plus de poussière. C'est un cercle vicieux. Et ça peut mener à des tempêtes. Exactement. D'abord des tempêtes régionales. Et puis parfois, environ tous les 3 ans martiens, ça dégénère en tempête globale. Globales, c'est-à-dire sur toute la planète. Carrément. Un voile de poussière si épais qu'il bloque presque toute la lumière du soleil pendant des semaines. L'indice d'opacité, ce qu'on appelle l'AOD, il peut monter à 9, 11. Difficile à imaginer. C'est comme passer d'une brume légère à un brouillard à couper au couteau. C'est ça qui a tué le rover Opportunity en 2018. Plus de soleil, plus d'énergie. Ah oui, terrible. Et ça perturbe les communications aussi, j'imagine. Oui, et ça augmente la traînée pour les satellites en orbite. Un vrai danger. Bon, admettons qu'on gère la poussière. Reste le sol, le fameux régolithe. On a tous l'image de Matt Damon cultivant ses patates. C'est réaliste, ça? Alors, oui et non. Le régolithe contient bien des nutriments minéraux, ça c'est vrai. Mais, Mais il manque totalement de matière organique, il n'y a pas d'humus comme sur Terre. Et surtout, il contient des perchlorates. Ce sont des sels assez toxiques. ah, Pas idéal pour les salades. pas du tout. Donc il faudrait le laver, ce qui demande de l'eau, autre ressource critique, et puis l'amender, le fertiliser massivement. Avec quoi? Les déchets de l'équipage traités. Probablement, oui. C'est faisable techniquement, mais c'est complexe. Mais bon, pouvoir cultiver sur place, c'est vital pour l'autonomie et puis même pour le moral. Hein. Clairement. L'adaptation technologique, elle est clé. On a vu Ingenuity, cet hélicoptère, Incroyable, oui. voler dans cette atmosphère si fine. Ou les robots marcheurs, comme Spot, qui pourraient explorer des grottes, des tubes de lave. Exactement. Et ces tubes de lave, c'est une piste très intéressante pour les habitats. Pour se protéger. Oui, protection naturelle contre les radiations, vu que Mars n'a plus de champ magnétique global pour nous protéger comme sur Terre. Et si on construit en surface? L'idée dominante, c'est l'impression 3D. Utiliser le régolithe local, peut-être mélangé avec de la glace d'eau qu'on trouverait sur place, pour construire les structures. Ah oui, Et ensuite, recouvrir tout ça d'une épaisse couche de ce même régolithe. Encore une fois, pour le blindage anti-radiation. et dedans, il faut tout recréer. L'air, l'eau, l'énergie. Comment on assure cette bulle de vie? Pour l'oxygène, on a des pistes. Électrolyse de l'eau si on en trouve assez, ou extraction du CO2 de l'atmosphère. L'instrument MOXIE sur Persévérance a montré que ça marche. Ah oui, c'était prometteur ça. Très. Ensuite, recyclage de l'air et de l'eau à fond. Comme dans la Station spatiale internationale, mais en beaucoup plus autonome. Et l'énergie? Le solaire, avec les tempêtes de poussière. Ça suffira pas seul, c'est sûr. Il faudra sans doute une approche hybride. Solaire, oui, mais complétée par du nucléaire compact, type petit réacteur, et des batteries performantes.
Et toute cette autonomie est cruciale à cause des délais de communication, c'est ça? Exactement. Entre 6 et 44 minutes pour un aller-retour Terre-Mars. Impensable d'attendre des instructions de Houston s'il y a une urgence vitale. Faut pouvoir se débrouiller seul. Et puis, il y a l'humain au milieu de tout ça, le corps. La faible gravité, 38% de la nôtre. On sait que ça pose problème. Ah oui, on le voit déjà avec les séjours longs dans l'ISS. Perte osseuse, atrophie musculaire, problème de vue. Sur Mars, ça sera permanent. Donc, sport intensif obligatoire tous les jours. Absolument. Et même avec ça. Et je ne parle même pas des radiations au sol, qui restent un problème chronique. Et le mental, l'isolement, le confinement permanent, le stress, savoir qu'on ne peut pas rentrer facilement, c'est peut-être le défi le plus colossal. Ça demande une force mentale hors du commun. Ça soulève même des questions éthiques, hein. Jusqu'où on adapte l'humain génétiquement. Bon, si on fait le bilan, environnement extrême, technologie hyper complexe à rendre fiable sur des années, des défis physiques et psychologiques énormes pour les humains. Cette colonisation en 2050, ça paraît réaliste? Écoute, beaucoup de briques technologiques existent, oui, ou sont en développement avancé. Le vrai saut, le défi majeur, c'est l'intégration de tout ça. Créer un système complet, autonome, fiable à 100%, Hmm. capable de tenir des années sans être direct, dans un milieu qui ne pardonne aucune erreur. C'est une marche gigantesque à franchir, vraiment. On pourrait bien naître et durer là-bas. Si loin, si coupé de tout, sous des contraintes pareilles. Qu'est-ce que ça nous dirait finalement sur nous-mêmes?